Et si je vous disais que la meilleure façon de préparer votre potager pour l'hiver n'est pas de tout nettoyer de fond en comble, mais plutôt de le ressemer? Ça peut sembler étrange, n'est-ce pas? Pourtant, c'est là que réside tout le secret d'un sol sain et d'une récolte abondante l'année prochaine. Aujourd'hui, nous allons parler du grand nettoyage de votre potager grâce aux engrais verts d'automne. Ceci est un guide complet pour les débutants. Et je vous le promets, d'ici la fin de cette vidéo, vous verrez vos parcelles vides d'automne d'un tout autre œil. Imaginez qu'en automne, un sol nu, c'est comme une plaie ouverte. La pluie, la lessive, le vent l'emporte et tous les micro-organismes bénéfiques gèlent. Nos ancêtres l'avaient compris intuitivement. Ils laissaient des résidus végétaux sur les champs. Aujourd'hui, nous avons transformé cette pratique en véritable science. Le concept clé ici, ce sont les engrais verts. Ce sont des plantes que nous cultivons non pas pour leur récolte, mais pour le bienfait du sol lui-même. Ce sont des travailleurs temporaires qui accomplissent d'un doux le sale boulot pendant que votre potager se repose. Alors, décortiquons ensemble ce que sont ces précieux alliés. Les engrais verts, car c'est de cela qu'il s'agit, ne sont pas de simples herbes, c'est une véritable armée au service du sauvetage de votre sol. Pour faire simple, ce sont des plantes que l'on sème non pas pour les récolter et les manger, mais pour le bienfait de la terre elle-même. On les appelle aussi engrais verts, un nom qui est on ne peut plus clair. Imaginez que vous envoyez votre terre épuisée après une longue saison dans un centre de thalassothérapie. Eh bien, les engrais verts, ce sont exactement ce soin revitalisant. Mais quel est donc leur botte secrète, leur principal super pouvoir? Commençons par l'alimentation. Ils fonctionnent comme de véritables accumulateurs vivants de nutriments. Durant leur courte vie, telle une éponge, ils absorbent du sol et même de l'air tout ce qu'il y a de plus précieux, notamment l'azote, le principal élément constitutif de toute plante. Certains engrais verts, comme le trèfle ou la vesse, réalisent un véritable tour de magie. Ils captent l'azote directement de l'atmosphère et le stockent dans leurs racines. Quand l'engrais vert meurt ou que nous le coupons, toute cette masse verte accumulée reste sur la parcelle. Elle se décompose lentement et se transforme en un festin organique de première qualité pour les habitants du sol et, bien sûr, pour vos futures récoltes. Ce n'est pas un engrais chimique qui agit brutalement et est rapidement lessivé. C'est un amendement naturel, une nourriture à libération lente qui rend la terre véritablement vivante et fertile. Mais ce n'est pas tout. Oubliez la lourde bêche et les maux de dos. Les engrais verts agissent pas comme des aérateurs naturels, et ce, bien plus efficacement que n'importe quel outil. Imaginez un instant, leur système racinaire est un véritable réseau de minuscules forêts qui travaillent sans relâche sous terre. Elles pénètrent en profondeur, même dans les sols les plus compacts et tassés, là où une bêche aurait du mal à s'enfoncer. En se frayant un chemin, les racines créent des millions de canaux et de pores microscopiques. C'est par ces canaux que l'air et l'eau atteindront facilement les racines de vos légumes au printemps. Une fois que l'engrais vert meurt, ces racines se décomposent directement dans le sol, laissant derrière elles un système complet de drainage et d'aération. Résultat, les sols argileux lourds deviennent plus légers et friables, et les sols sableux légers, à l'inverse, acquièrent une meilleure structure et retiennent mieux l'humidité. C'est cette structure vivante que les vers de terre et les micro-organismes bénéfiques apprécient tant. Et tout cela sans le moindre coup de bêche. Et si on parlait de cette éternelle source de tracas pour tous les jardiniers? Oui, je pense aux mauvaises herbes. Eh bien, sachez que les engrais verts sont votre meilleur allié dans cette lutte. Ils poussent très vite et très densément, formant un tapis végétal épais et serré. Ce tapis vivant recouvre entièrement la surface du sol, ne laissant absolument aucune chance aux mauvaises herbes envahissantes. Il agit comme un paillis naturel, bloquant l'accès du soleil à la terre. Et sans lumière, la plupart des graines de mauvaises herbes qui sommeillent ou sont tapies dans le sol ne peuvent tout simplement pas germer. Elles restent en dormance. Quant aux quelques intruses qui réussiraient malgré tout à percer,
elles se retrouveraient dans une position très désavantageuse. Les engrais verts, puissants et exubérants, les dépasseront rapidement en croissance, accaparant toute l'humidité et les nutriments disponibles. Au final, les mauvaises herbes poussent faibles et chétives. Et au printemps, vous n'aurez plus à passer des heures, courbées et l'an-deux, à les arracher péniblement de vos parcelles. Vos parcelles seront propres, nettes et prêtes à accueillir vos cultures. Mieux encore, certains d'entre eux sont de véritables médecins pour le sol. Imaginez une pharmacie naturelle qui pousse directement dans votre potager. De nombreux engrais verts, en particulier ceux de la famille des brassicacées ou crucifères, comme la moutarde ou le radis fourragère, libèrent par leurs racines des substances particulières dans le sol, les phytoncides. Ce sont en fait de véritables antibiotiques et antiseptiques naturels. Ces substances suppriment efficacement le développement de diverses maladies fongiques et bactéries pathogènes qui s'accumulent dans le sol au fil des saisons. Par exemple, pour le mildiou de la tomate ou la gale de la pomme de terre, les engrais verts contribuent à réduire considérablement les risques de ces désagréments. Et ce n'est pas tout. Ils sont aussi la bête noire de nombreux nuisibles. L'odeur des huiles essentielles de cette même moutarde est simplement insupportable pour le ver fil de fer, l'ennemi juré de la pomme de terre. Il déserte ses parcelles pour chercher un habitat plus accueillant. Il en va de même pour les nématodes, ces vers microscopiques qui endommagent les racines de nombreuses cultures. En semant les bons engrais verts, vous réalisez une véritable désinfection naturelle de votre sol, le rendant plus sain et plus sûr pour vos futures récoltes. Très bien, je suis convaincu. Mais que semer exactement? Découvrons ensemble les stars des semis d'automne. On peut les regrouper en différentes familles, chacune avec sa propre spécialité. Commençons par les champions de la fertilisation, les légumineuses. On les appelle même de véritables usines à azote. Dans cette catégorie, on retrouve le pois, la vesse, le trèfle et le lupin. Ce qui les rend uniques, c'est leur capacité à établir une symbiose avec des bactéries nodulaires. Ces petits alliés, installés sur les racines des légumineuses, réalisent un véritable tour de force. Ils capturent l'azote atmosphérique, pourtant omniprésent dans l'air, et le convertissent en une forme directement assimilable par les plantes. En d'autres termes, elles créent littéralement de l'engrais à partir de l'air. Une fois que vous aurez fauché ces légumineuses, tout cet azote accumulé sera libéré dans le sol. C'est la solution parfaite pour les parcelles où, l'année prochaine, vous prévoyez de cultiver des plantes très gourmandes en azote, comme le chou, la courge ou le concombre. Elles vous en seront infiniment reconnaissantes pour cette fertilisation si généreuse. Viennent ensuite les graminées. Ce sont de véritables bâtisseurs et architectes d'un sol sain. Parmi les engrais verts d'automne les plus populaires de ce groupe, on trouve l'avoine et, bien sûr, le seigle d'hiver. Leur principale force réside dans un système racinaire fasciculé incroyablement puissant et dense. Les racines du seigle peuvent pénétrer la terre jusqu'à 1,5 mètre de profondeur. Imaginez cette brosse dense, composée de millions de radicelles extrêmement fines. Elle transperce et structure admirablement même les sols argileux les plus lourds et compacts, les rendant meubles, aérés et perméables à l'eau. De plus, les graminées suppriment efficacement les mauvaises herbes et sont même capables de lutter contre certains types de nématodes. Le seigle d'hiver, quant à lui, supporte merveilleusement le froid et continue son travail même sous la neige. C'est un choix idéal pour les parcelles que vous souhaitez véritablement revitaliser en améliorant leur structure physique pour de nombreuses années. Voici nos précieux auxiliaires, les crucifères. Elles constituent une véritable équipe d'intervention rapide pour votre potager. Parmi les plus connus de ces nettoyeurs, on trouve la moutarde blanche, le radis oléagineux et le colza. Leur principal atout est leur croissance extrêmement rapide. Un mois seulement après le semis, ils forment déjà une masse végétale dense et luxuriante. C'est ce qui en fait un choix idéal, surtout si le temps avant les premières gelées est de compter. Mais leur mission première reste l'assainissement du sol. Comme nous l'avons évoqué, leurs racines libèrent des phytoncides
qui inhibe le développement des champignons et bactéries pathogènes. Il nettoie efficacement le sol des agents responsables du mildiou, de la fusariose et de diverses pourritures. De plus, les ravageurs les détestent. Les vers fils de fer, aussi appelés taupins, et les nématodes évitent soigneusement les parcelles ensemencées de moutarde. Le radis oléagineux, quant à lui, possède une longue racine pivotante qui ameublit en profondeur les couches du sol. C'est une véritable méthode express pour assainir et préparer vos planches de culture. Mais il est un véritable couteau suisse du jardin, plébiscité par beaucoup, la facélie. C'est une plante vraiment à part, sans aucun lien de parenté avec nos cultures potagères habituelles. Et c'est là son immense avantage. Après son passage, vous pouvez planter absolument tout, tomates, concombres, pommes de terre, choux, sans avoir à vous soucier de la rotation des cultures ou des maladies partagées. Sa croissance est fulgurante, créant en un clin d'œil un feuillage dense et aérien. Elle aère et structure le sol de manière remarquable grâce à ses racines fines mais incroyablement nombreuses. Elle supprime les mauvaises herbes et on lui prête même la capacité de modifier le pH du sol, le rapprochant de la neutralité. Et ce n'est pas tout. La facélie est aussi l'une des meilleures plantes mellifères. Si vous la semez et qu'elle a le temps d'offrir ses délicates fleurs lilas, les abeilles de toute la région vous en seront infiniment reconnaissantes. Grâce à sa polyvalence et sa robustesse, la facélie est souvent surnommée l'engrais vert idéal, en particulier pour les jardiniers débutants. La question clé est maintenant, quand semer, il est crucial de trouver le juste milieu. Le moment idéal, juste après la récolte de votre culture principale. Dès que vous avez ramassé vos pommes de terre, vos oignons, ou que votre parcelle de concombre est vide, ne laissez pas le sol nu un seul jour. Les dates optimales pour la plupart des régions se situent de fin août à fin septembre, parfois même jusqu'au début octobre dans les zones plus méridionales. La règle d'or, comptez au moins 4 à 6 semaines entre le semis et l'arrivée des gelées persistantes. Ce laps de temps est suffisant pour que les engrais verts germent, développent une masse foliaire adéquate et un bon système racinaire. C'est ainsi qu'ils rempliront pleinement leur rôle. Si vous semez trop tard, les levées seront faibles et leur utilité minime. À l'inverse, si vous semez trop tôt, par exemple début août, certaines plantes pourraient monter en graines et devenir des adventices. Alors, surveillez la météo et ne remettez pas le semis à plus tard. Le processus est incroyablement simple et ne vous demandera pas d'efforts surhumains. Pour commencer, vous devez préparer votre parcelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un labour profond à l'automne est totalement superflu. Il ne ferait que perturber la structure du sol et détruire les précieux micro-organismes. Tout ce que vous avez à faire, c'est enlever les gros résidus végétaux de la culture précédente et ameublir délicatement la couche superficielle du sol sur 5 à 7 cm de profondeur. Pour cela, un simple râteau ou une binette fera parfaitement l'affaire. Votre objectif est simplement de créer un lit de semences meubles afin que les graines puissent bien s'ancrer et établir un bon contact avec la terre. Nul besoin d'obtenir une surface parfaitement lisse et plane, comme on le ferait pour semer des carottes. Une légère irrégularité sera amplement suffisante. L'important est de supprimer les grosses mottes de terre et d'égaliser la surface de la parcelle. Vient ensuite l'étape la plus agréable et la plus rapide, le semis. Pas besoin de tracer des sillons ou de disposer les graines une par une. Prenez simplement une poignée de graines et répartissez-les uniformément sur la surface de la planche de culture préparée. Imaginez que vous salez une grande salade ou saupoudrez un gâteau de sucre glace. Déplacez-vous le long de la planche et effectuez de larges mouvements amples avec votre main. Veillez à ce que les graines se répartissent plus ou moins uniformément, sans laisser de grandes zones clairsemées ou de tas trop denses. Le taux de semis est généralement indiqué sur l'emballage des graines, mais en pratique, vous pouvez agir au jugé. Mieux vaut semer un peu plus dense que de laisser des espaces vides. Un semis dense est un atout majeur pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes. Ne craignez pas que les plantes se retrouvent à l'étroit. Dans ce cas précis, leur objectif est de créer un tapis vert continu, plutôt que d'atteindre des tailles gigantesques.
Une fois les graines semées, il est essentiel de ne pas les laisser à l'air libre en surface. Il faut les recouvrir d'une fine couche de terre. Cela les protégera d'abord des oiseaux gourmands qui s'en régaleraient, puis du dessèchement dû au soleil et au vent. Et c'est là que le râteau entre en jeu. Passez simplement le râteau sur toute la surface du lit de semences par de légers mouvements, comme pour la peigner délicatement. Inutile d'amonceler la terre en tas. Votre objectif est de simplement mélanger la couche superficielle du sol afin que la majorité des graines se retrouvent recouvertes d'une fine épaisseur de terre d'environ 1 à 2 cm. Certains jardiniers utilisent d'ailleurs le dos du râteau pour cette étape. Ce simple contact avec un sol humide sera amplement suffisant pour une germination homogène et rapide. L'ensemble de cette opération d'enfouissement léger des graines, sur une planche de semis standard, ne vous prendra pas plus de quelques minutes. Enfin, le dernier détail, mais non des moindres, c'est l'arrosage. Si la terre est déjà suffisamment humide après les pluies récentes, vous pouvez passer cette étape. Mais si l'automne est sec et doux, un arrosage est tout simplement indispensable. Il aidera les graines à s'éveiller plus vite et à démarrer leur croissance. Utilisez un arrosoir muni d'une pomme pour que le jet d'eau ne déplace pas la terre et n'emporte pas les graines à la surface. Arrosez délicatement et uniformément toute la parcelle semée. Inutile de noyer le sol. Il suffit d'humidifier correctement la couche supérieure sur quelques centimètres de profondeur. Cette première hydratation créera des conditions idéales pour la germination et aidera vos jeunes pousses à prendre un départ rapide. Par la suite, les pluies automnales seront généralement suffisantes pour assurer leur bon développement. Voilà, le gros du travail était fait. Vous pouvez maintenant vous détendre et observer votre potager se transformer en un magnifique tapis émeraude. Et les voilà qui ont poussé, recouvrant la terre d'un doux manteau vert. Quelques semaines plus tard, les engrais verts ont bien grandi, gagnant en vigueur. Mais que faire d'eux ensuite, surtout à l'approche des premières gelées? C'est là toute la magie du semis d'automne. Il n'y a pratiquement rien à faire. Laissez-les simplement en l'état pour les vers. Inutile de les faucher, de les enfouir ou de les retirer. Laissez la nature faire le travail pour vous. Dès la première forte gelée, la verdure tendre sera saisie et s'affaissera au sol. Ensuite, la neige tombée viendra plaquer cette masse végétale au sol tel un doux manteau. Pendant tout l'hiver, cette couche remplira plusieurs fonctions essentielles. D'abord, elle protégera le sol du gel en profondeur, préservant ainsi la vie des micro-organismes bénéfiques et des vers de terre. Ensuite, elle préviendra l'érosion. La terre ne sera pas emportée par les eaux de fonte ni balayée par les vents hivernaux. En somme, vous créez un paillis vivant idéal qui travaillera pour vous jusqu'au printemps. Commençons par la question clé, celle qui taraude les jardiniers débutants et qui génère le plus de débats. Faut-il vraiment retourner la terre et enfouir les engrais verts au printemps? C'est ici que nous allons démonter un mythe tenace et particulièrement néfaste. La réponse est un non catégorique, absolument pas. Le labour profond, qui consiste à retourner les couches de terre, est la pire des choses que vous puissiez faire. Imaginez, tout l'automne et tout l'hiver, les racines de vos engrais verts ont travaillé pour créer une structure de sol idéale, aérée, poreuse, un véritable réseau de galeries. Et vous arrivez avec votre bêche et, d'un seul coup, vous anéantissez tout ce travail, transformant cette terre vivante en une motte compacte et inerte. De plus, en labourant, vous enfouiriez toute la matière organique bénéfique trop profondément, là où l'oxygène fait défaut. À cette profondeur, elle ne pourra pas se décomposer correctement. Elle commencera plutôt à fermenter ou à pourrir. Tout le bénéfice des engrais verts serait alors réduit à néant. Retenez bien ceci, l'objectif principal de cette approche est justement de vous affranchir de la bêche et de préserver la structure du sol patiemment élaborée par la nature. Alors, quelle est la bonne approche? C'est en fait bien plus simple et facile qu'on ne l'imagine. Au printemps, 2 à 3 semaines avant la plantation de votre culture principale, il suffit de faucher la masse végétale des engrais verts
qui a bien poussé. Un sarcloir ou une houe plate est l'outil idéal pour cela. Il vous suffit de couper les tiges juste au ras du sol par des mouvements légers. Si la surface est plus vaste, un coupe-bordures à fil peut également être utilisé. Et le point le plus crucial, toute cette matière verte coupée doit impérativement rester sur la planche de culture. Ne la mettez surtout pas au compost. Il suffit de la répartir uniformément sur la surface du sol. Voilà votre paillis printanier tout prêt. Pendant ce temps, les racines, elles, restent en terre où elles se décomposeront lentement. Elles continueront ainsi à nourrir le sol et à en maintenir la structure aérée. Cette méthode préserve non seulement tous les avantages de l'utilisation des engrais verts, mais elle vous fait également gagner du temps et de l'énergie. La matière végétale que vous avez laissée sur vos planches de culture se transforme en un paillis précieux. Elle commence immédiatement à remplir plusieurs fonctions essentielles. Tout d'abord, elle protège la couche superficielle du sol contre le dessèchement dû au soleil printanier et au vent, préservant ainsi une humidité précieuse. Vous aurez donc bien moins souvent besoin d'arroser vos plantations. Ensuite, cette couverture organique empêche efficacement les mauvaises herbes qui tenteront de germer au printemps, de se développer. Enfin, et c'est le point crucial, sous l'action de l'humidité, de la chaleur et des micro-organismes du sol, ce paillis commence une lente décomposition. Ce processus est souvent appelé compostage en surface ou compostage sur place. Progressivement, tout au long de la saison, il va restituer au sol tous les nutriments que ces plantes ont accumulés durant leur vie. Les vers de terre, très actifs, transporteront ces particules végétales dans les couches plus profondes, contribuant ainsi à l'aération et à la fertilisation naturelle du sol. Il s'agit là d'un engrais longue durée, entièrement naturel, qui nourrira vos plantes et enrichira votre terre tout au long de l'été. Et surtout, n'oubliez pas l'erreur capitale à ne jamais commettre lorsque vous travaillez avec des engrais verts. Ne les laissez jamais monter en graines. Ceci est particulièrement vrai pour les espèces à croissance rapide comme la moutarde ou la facélie, surtout en cas de semis précoce. Dès qu'une plante commence à former ses graines, elle puise un maximum de nutriments du sol et de sa propre biomasse verte pour leur maturation. Le sol en tirera alors beaucoup moins de bénéfices. Mais le pire, c'est que ces graines mûres se disperseront dans votre potager. Et l'année suivante, vos fidèles alliés, les engrais verts, se transformeront en adventices tenaces et difficiles à éradiquer. Elles entreront en compétition avec vos légumes pour la lumière, l'eau et les éléments nutritifs. C'est pourquoi il est crucial de surveiller attentivement vos plantes. Dès que vous observez qu'elles commencent à former leurs boutons floraux, c'est le signal d'agir. Il faut les faucher ou les couper immédiatement, sans attendre la floraison. Il est impératif de ne pas manquer ce moment. En résumé, le semis d'engrais verts à l'automne n'est pas une tâche supplémentaire, mais plutôt un investissement judicieux pour l'avenir de votre potager. C'est l'une des techniques les plus simples et les plus efficaces de l'agriculture biologique. Vous y consacrez littéralement quelques heures à l'automne et obtenez un retour formidable la saison suivante. Votre sol devient plus sain, plus meuble et plus fertile. Vous réduisez considérablement la quantité d'herbes indésirables. Vous passez moins de temps à arroser et à biner. Et, ce qui est le plus important, vous obtenez une récolte abondante et écologique, cultivée sur une terre vivante et non sur une terre épuisée. C'est l'exemple parfait d'une collaboration avec la nature, vous l'aidez et en retour, elle vous remercie généreusement. Une fois que vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus imaginer des parcelles vides à l'automne. Alors, quel est le grand secret, cette véritable révélation ? Il réside dans le fait qu'en utilisant des engrais verts, vous cessez de lutter contre la nature pour commencer à collaborer avec elle. Vous ne faites pas qu'amender le sol, vous enclenchez un processus naturel d'auto-régénération. Le moment le plus étonnant arrive au printemps, lorsque vous vous rendez au potager et que la terre, sous le paillis hiverné, est vivante, aérée, grouillante de vers de terre. Plus besoin de passer des heures la bêche à la main, plus besoin de répandre des engrais chimiques. Vous avez fait le gros du travail dès l'automne, en jetant simplement une poignée de graines. Vous avez laissé la nature faire tout le travail pour vous. C'est ça, la véritable magie du jardinage intelligent.
obtenir plus en faisant moins. En résumé, les engrais verts d'automne sont votre agronome personnel qui travaille tout l'hiver. Ils nourrissent le sol, améliorent sa structure et le protègent des mauvaises herbes et des maladies. C'est une méthode simple, économique et incroyablement efficace pour rendre votre potager véritablement sain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains secrets pour un jardinage et un potager facile. Et maintenant, une question pour vous. Quels engrais verts avez-vous déjà semés en automne? Ou peut-être prévoyez-vous de le faire pour la première fois après avoir vu notre vidéo? Partagez votre expérience ou vos projets dans les commentaires, nous serons ravis d'en discuter.